j'ai bien entendu qu'il y a des expérimentations, des innovations, ça marche. Je trouve quand même qu'on est un petit peu aussi à la marge. Est-ce que, alors là, j'ai envie d'interpeller euh, Madame Grelot, vous êtes journaliste à l'Obs, anciennement Nouvelle Obs, comme vous voulez. C'est, parce que là, on est sur des expérimentations, des innovations un petit peu ponctuelles, très spécialisées. Est-ce que les promoteurs, les constructeurs innovent aujourd'hui? Je voulais juste Oui. réagir quand même sur tout ce que j'ai entendu qui était très très intéressant. Donc j'ai déjà visité des résidences Habitat Humanisme, j'ai déjà vu du logement social, j'ai déjà vu... alors il y a toute la part quand même du logement privé qu'on n'a pas vraiment abordé. Mais c'est quand même important parce que les gens, c'est une question politique, mais les gens, ils ont aussi envie d'être propriétaires, donc c'est important. Et effectivement, on peut voir des promoteurs qui leur proposent des logements plus ou moins innovants avec des salles communes, des espaces communs, des pièces qui sont mutualisées pour pouvoir devenir un bureau. Enfin, il y a pas mal de choses. Et ça, c'est valable aussi bien dans l'habitat collectif, mais aussi dans l'habitat individuel. C'est-à-dire que vous avez des constructeurs de maisons individuelles où les architectes réfléchissent à dire, eh ben, effectivement, le garage, peut-être qu'il sera transformé en chambre d'ado, et puis après, ben, il sera un peu agrandi, et ça permettra d'accueillir les parents quand ils sont plus vieux, enfin, quand ils sont plus âgés, pardon. Donc oui, oui, il y a toute cette réflexion. Il y a juste un écueil qui reste commun, je pense, à tous les secteurs, c'est la question économique, qui est à un moment le frein pour tout le monde. Enfin, on l'a évoqué, hein, c'est une question d'argent. On est effectivement dans une situation économique compliquée. Il y a en Île-de-France surtout, c'est vrai, pas que, mais alors ce qu'on appelle une crise du logement, et c'est avant tout une crise économique, parce que bien évidemment, à partir du moment où vous auriez moins de chômage, ce serait plus facile de payer son loyer, ce serait plus facile de devenir propriétaire, ce serait plus facile de payer ses charges. À un moment, je pense que la question des charges, c'est quelque chose qui doit être vraiment abordé, parce que c'est un vrai poids pour les ménages. C'est une question technique, parce que c'est aussi les questions de rénovation. Et il y a aussi tout le travail dans l'ancien de la rénovation, pas seulement la rénovation énergétique dont on parle beaucoup, hein, c'est agrandir ce logement, c'est l'améliorer, c'est mettre une salle de bain qui soit à un moment où on ne peut plus escalader la baignoire, hein, c'est fini. Donc il faut, je sais pas quoi, une douche à l'italienne, ce qu'on veut, des équipements. C'est vrai qu'on voit aussi parfois des lacunes, hein, chez certains promoteurs. Quand vous visitez un immeuble de logement destiné aux seniors et alors vous regardez, il y a tous les équipements, c'est vachement bien. Et puis à un moment, on vous dit, ah bah oui, mais en fait c'est en option. Et d'ailleurs, si vous voulez que la salle de bain soit accessible, il faudra refaire les murs. Alors si j'achète moi un logement neuf et il faut refaire les murs, 10 ans après, je trouve ça un peu fort de café pour être poli. Donc c'est plus ou moins anticipé. Il y a encore une marge de progression, et je pense de la part de tous. C'est-à-dire que les industriels vont devoir faire des efforts pour améliorer les équipements, les produits, les matériaux, effectivement, pour que ce soit facile d'entretien, pour que ce soit écologique, pour que ce soit durable, pour que ce soit économe en énergie. C'est compliqué, hein, de répondre à toute cette équation. Il faut aussi qu'il y ait donc un travail des promoteurs, des architectes, un travail aussi de la sphère décisionnaire, c'est-à-dire du politique et notamment de ceux qui octroient les permis de construire. Ça, c'est sans doute un des points les plus compliqués. Et puis aussi peut-être des habitants qui effectivement prennent conscience aussi que dans une société qui est quand même très marquée par l'entre-soi, par l'individualisme, il faut retrouver ce sens commun qui permet voilà, de vivre ensemble aussi. Je vais passer la parole à la salle si vous avez des questions. Là. Bonjour, Pascal Chambardelot, architecte et professeur à l'école d'architecture de Belleville. Je suis architecte d'une agence qui s'appelle Tecton. 35 ans de logement, donc quelques petites expériences et un peu de recherche dans les sciences sociales dans ce domaine-là. D'abord, je vois la notion de nouveaux usages, puis je me pose quelques questions. Aujourd'hui, on imagine, alors on a entendu parler le mot partage, ça a été repris à plusieurs reprises. Bertrand est revenu avec cette générosité par rapport à Habitat Humanisme. Sophie en parle par rapport à des espaces partagés. Et puis une notion de parcours. Alors on a parlé du parcours résidentiel, mais il y a un autre parcours qui m'intéresserait. Ça a été évoqué dans les projets de Sophie, dans les deux cas, projets que je connais bien par ailleurs, en se disant depuis le domaine public jusqu'à l'intérieur du logement, par où passe-t-on ?
Et j'imagine des logements où, quand je viens du domaine public, je suis dans un espace où il y a la lumière naturelle, je prends un hall bien éclairé, je prends un escalier ou un ascenseur avec la lumière naturelle, tout ça avec des paliers de pause, et je me dis finalement ça serait peut-être pas mal. Puis je rentre dans un logement où je pourrais imaginer une cuisine avec une vraie fenêtre, peut-être ouvrable ou pas sur un séjour. J'imagine une salle de bain qui pourrait disposer d'une fenêtre, par exemple. Puis je me dis, est-ce que j'innove? Finalement, ce que je suis en train d'écrire, c'est tout ce qui se faisait jusqu'aux années 50, jusqu'à la fin des années 50. Et puis d'un seul coup, on voit apparaître dans les années 60, 70 principalement, des noyaux fermés, de l'anonymat, des opérations où vous avez, que ce soit des tours ou pas des tours, c'est exactement le même principe, une circulation centrale avec des logements qui sont distribués tout autour de cette circulation sans lumière naturelle, sans lieu de rencontre, avec des logements qui sont justement dans des dispositions qui seraient une disposition de rentabilité, parfois monorientée au nord, parfois sur une grande avenue avec beaucoup de bruit. Je trouve ça absolument scandaleux. D'ailleurs, c'était interdit par la loi. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un article du Code de l'urbanisme, qui était le R111-17, qui jusqu'en 2007 interdisait de faire des logements monorientés au nord. Voilà. Donc on proposerait simplement des systèmes qui étaient ceux qui fonctionnaient auparavant, ce qui n'empêche pas un certain nombre d'éléments qui sont liés à la nouvelle technologie et autres. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est tout ce qui est lié à l'habitat participatif. J'ai entendu beaucoup de choses, avec beaucoup d'a priori sur l'habitat participatif. J'en ai fait. Je suis en train d'en faire. Je suis une grosse opération d'ailleurs à Lille actuellement avec de l'habitat participatif au sein d'une grosse opération. C'est assez intéressant. Pour les coopératives, c'est avec GHT, il faut le dire doucement parce que pour un promoteur c'est particulier comme nom, qu'on dit GHT, qui est quand même le promoteur qui avait fait la cité radieuse de Nantes, Rézé Nantes, ça vous dit quelque chose, qui est une coopérative, au fond s'en rappeler, et qui fonctionnait pas mal, qui a été cassée par la loi Chandon 71. Donc tout ce système peut marcher, et c'était une très grosse échelle. Là, on fait avec eux 600 logements, mais tout ça, ça se mélange. Je reviendrai par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Attard, sur la question des coursives. On part sur beaucoup d'a priori. Ça fait 35 ans que je fais des logements, j'ai fait quelques milliers de logements, jamais de logements sans qu'il y ait des parties communes éclairées naturellement, y compris dans des parties extrêmement denses. Je ne suis pas exceptionnel, je vous dirai comment j'arrive à le faire et ça intéressera peut-être d'autres architectes. Mais dans pratiquement toutes mes opérations, j'ai des morceaux de coursives, des balcons privatifs d'accès au logement. Et dans tous les cas, depuis 35 ans, je retourne et j'ai que de la satisfaction. Dans du logement assez luxueux et du très 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 social. Je suis descendu, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on descend dans le social. Donc pour arriver, alors je ne vais pas monopoliser, vous inquiétez pas la parole, je dirais simplement que pour arriver à faire ça, il y a 3 règles principales. Le travail, le travail, le travail. Et j'entends des architectes, je pourrais poser la question des architectes qui sont là, dont on connaît leur engagement sur le projet, comment ils vivent facilement financièrement de leurs opérations. On sait que ce qui se construit aujourd'hui en France, 35% de ce qui se construit, c'est avec des architectes. C'est les chiffres du Sénat, c'est pas moi qui invente ça. On a une force, une potentialité énorme avec des jeunes architectes qui sont plutôt bien formés dans les écoles d'architecture. On sait qu'un architecte sur une opération, sur le bilan global, c'est entre 1,5 et 2% du coût de l'opération. Il y a des gens qui sont dans la salle qui connaissent bien ces sujets, qui pourraient parfaitement confirmer ces chiffres. On augmenterait un tout petit peu. On pourrait utiliser cette capacité, cette force intellectuelle pour faire ce qui permet de voir les 2 projets qu'on vient de voir, ou les 3 projets. Je connais bien le travail de Sophie, je sais le travail que ça implique. Je connais aussi très bien Armand depuis longtemps, et je sais le travail considérable que ça représente. Pour y arriver, un petit peu plus de temps et que ça soit rémunéré. Et je ferai une petite proposition qu'on connaît depuis longtemps. Vous connaissez la loi MOP, mais je rajouterai simplement un P, la maîtrise d'ouvrage public et privé. On fait une règle, on ne discute pas, et on a des honoraires qui prennent en compte le travail. À ce moment-là, on va changer la question du logement, qui est principalement une question de travail. Merci. Autre réaction, question? François Pellegrin, architecte. On sait qu'une opération, ça met 5 à 7 ans à sortir. La concevoir, c'est 1 an, un peu plus. La construire, c'est 1 an, un peu plus. Qui fait quoi avec les 5 ans qui restent? Donc s'il y a de l'innovation, portons déjà l'effort là-dessus. Deuxième piste, enfin, donc sur tout ce temps qui est trop long, qui n'est pas justifié. On sait d'où il vient, financement, recours, enfin tout. Bon. Autre chose, c'est qu'on voit là que des architectes, tous ceux qui font du logement, passent leur temps à innover ou à tenter de le faire. Certains y arrivent, exemple réussi. D'autres sont obligés d'abandonner.
Donc ouvrons le champ du possible. Alors au sein de l'association AMO, dont on est quelques-uns à faire partie, on travaille à essayer d'inventer un contexte qui permettrait un jour, alors on n'aime pas le terme de zone franche, mais je l'avais pris au début, de pouvoir créer des lieux, des endroits où le politique accompagnerait fortement et rendrait aussi la chose possible, des endroits où on pourrait sortir des carcans, de tous ces carcans qui, de toute façon, font qu'à un moment, vous laissez tomber, parce que c'est plus possible. La rémunération n'y est pas, le temps n'y est pas, la volonté n'y est pas. Il y a des crocs en jambe tout le temps. Donc voilà, je pense que l'innovation, les nouvelles façons d'habiter et de découvrir ces usages, c'est aussi un moment, savoir abolir les frontières et les freins pour laisser des gens, et en particulier les architectes, montrer qu'il est possible de faire autrement. Une autre question de réaction, M. Poy. Ouais, je voudrais revenir sur deux choses que vient de dire Pascal, et puis ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut retrouver le sens commun. Moi, je crois vraiment qu'il faut retrouver le sens commun. On a tous marre de vivre dans ce monde-là, et c'est pas ce monde-là qu'on souhaite pour nos enfants. En tout cas, moi, c'est vraiment pas ce monde-là que je souhaite pour les miens, et je pense qu'il faut qu'on essaie d'inventer des choses, et que ces inventions soient pas forcément des expérimentations, parce que expérimenter, on n'arrête pas d'expérimenter, mais derrière, la machine ne suit pas. Donc, il faut expérimenter si vous voulez, mais je pense qu'il faut mieux davantage innover. Innover, c'est socialiser l'invention, dit Stigler. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait de la nouveauté, on intègre les mutations du monde à tous les niveaux et on propose de nouvelles voies, de nouvelles choses qui redonnent un sens commun à tout le monde et à ce qu'on fait. Donc je pense que c'est important de travailler ce sens commun. Aujourd'hui, on voit que la société, elle bouge énormément. L'économie sociale et solidaire, en quelques années, plus 25% depuis 2000, plus 25% d'emplois, le secteur privé, plus 4,5%. C'est un signe déjà très fort. On a des démarches collaboratives qui ne cessent, qui vous concernent tous. Je pense à, on peut parler des réseaux sociaux, mais on a des choses qui sont formidables. Waze, ce GPS collaboratif aujourd'hui. Waze, c'est chacun qui informe et qui donne l'information à l'autre, à celui qui nous suit, à celui qui nous précède, ce qui va se passer. Voilà, on est sur des logiques où maintenant, on peut collaborer ensemble et on a des outils pour collaborer ensemble. Alors nous, ça nous intéresse particulièrement parce qu'on développe ces logiques collaboratives, comment on coopère avec les différents acteurs. Nous, on est les Citizen, une plateforme de projet où on parle avec les élus, on parle avec les constructeurs, on parle avec les architectes et on essaie de prendre le temps de faire le projet parce que le temps de conception, c'est pas une dépense, c'est bien souvent, quand on travaille avec de bons architectes, une économie sur le coût final de l'immeuble. Donc ça veut dire des logements qui sont plus accessibles. Et nous, on travaille sur des modèles et sur des schémas, sur des montages juridiques et sur des montages économiques qui nous permettent de sortir à moins 20, moins 25, moins 30, moins 35% des prix du marché. On a, nous également, nous aussi candidaté, déposé sur 2 sites sur Réinventer Paris. On est sur un des sites, on est à moins de 35%. Et on sait que, parce qu'on a travaillé en amont, on a pris le temps, on a beaucoup travaillé. Ça, c'est vrai qu'il faut beaucoup travailler. Il faut du travail, tu le disais, du travail, et puis encore du travail, et puis surtout arriver à faire collaborer des gens qui ne collaborent pas forcément ensemble à ces phases-là du projet. Voilà. Nous, on a essayé de mettre l'ensemble des équipes du projet autour de la table, les preneurs, l'entreprise, évidemment les bureaux d'études, et on a nourri une discussion, on a essayé d'organiser une discussion pour avoir un beau projet qui soit moins cher, qui réponde aux usages et qui développe. Je ne vais pas détailler ce qu'on a fait parce que ce n'est pas l'enjeu, mais évidemment qu'on travaille la mixité sociale, évidemment qu'on travaille l'aspect durable, réutilisation des matériaux, évidemment qu'on travaille à produire des surfaces végétalisées dans une ville qui n'en compte pas assez, évidemment qu'on travaille tout ça, ça nous semble aujourd'hui une évidence. Ceux qui ne le font pas me semble complètement à côté de la plaque. Voilà, je crois on a une société qui est mûre. Je citerai 3 exemples, trois petits exemples de choses qui montrent que les gens prennent en charge leur avenir et quand ça n'existe pas sur le marché, créent des modèles. Il y a pas très loin d'ici un supermarché collaboratif, coopératif qui va s'ouvrir, la Louve. Voilà, la Louve, ça fonctionne. Ça y est, il y a les 3000 personnes qui sont, il y a le seuil limite, ça veut dire que ça existe. Bientôt ça existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui ne trouvaient pas aujourd'hui dans les supermarchés une offre qui les satisfaisait vont pouvoir choisir leurs produits et les vendre à un prix qui soit accessible
Les Fab Labs, vous connaissez. Je prenais juste en matière de logement un lotissement, un des plus grands lotissements construits dans les années 70, c'est près de Nancy, à Villers-les-Nancy. Un lotissement de 1300 logements. Il y avait 4 types de maisons, 4 types de logements déclinés fois voilà, 1300, une énorme nappe pavillonnaire. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont retraités, ils ont moins d'argent et leurs logements sont de vraies passoires thermiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des artisans. Ben voilà, mon logement est une passoire thermique, je fais comment? Ah, ben cher monsieur, ça vous coûtera tant. Et c'était des dizaines de milliers d'euros. Ils ne trouvaient pas sur le marché des entreprises qui pouvaient leur faire une réhabilitation qu'ils auraient pu payer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont travaillé, ils ont fait venir des experts, ils ont payé vraiment une vraie expertise thermique, comment on peut faire pour rénover nos maisons, et ils ont créé une coopérative de rénovation de leurs maisons. Et aujourd'hui, les artisans qui veulent venir travailler sur le lotissement, eh bien, ils rentrent dans la coopérative, ils suivent une formation de la coopérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les habitants qui ont créé l'outil économique et qui maintenant guident les acteurs économiques selon des process qu'ils ont eux-mêmes définis et pris en charge. Voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, en matière de logement et en matière de production de matière urbaine et d'utilisation de la ville au sens beaucoup plus large, nous pensons, nous, pour les Citizens, on s'est créé pour appuyer ça et pour développer des projets avec ça, nous pensons qu'il est possible que les gens reprennent la main, enfin prennent la main. Il faut bien les accompagner. Alors effectivement, madame, il ne s'agit pas de mettre des habitants, en tout cas, ce n'est pas comme ça que nous on fait. On ne parle pas d'une page blanche, parce que c'est vrai, un habitant, ce n'est pas un architecte. Et je crois qu'il faut respecter chacun dans ses spécificités et dans sa spécialité. Un habitant, il est spécialiste de la façon dont il vit. Il sait comment il a envie de vivre. Il sait quels sont ses besoins. Il sait qu'il veut pouvoir faire ci, pouvoir faire ça, mais aussi pouvoir faire ça. Mais ce n'est pas à lui de matérialiser sur un plan ou par une solution architecturale comment tous ces besoins exprimés doivent se formaliser. Je pense que l'architecte, il a un rôle. C'est à l'architecte de dessiner l'habitat participatif, ce n'est pas aux habitants. L'habitat participatif, ce n'est pas les habitants qui dessinent, en tout cas, ce n'est pas notre conception. Chacun a un rôle très précis. Et il faut réarticuler dans la chaîne de tous les acteurs du logement, dans la chaîne de valeur aussi de la production de logement, il faut retravailler les process de production, retravailler le rôle des acteurs et focuser l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des participants à l'opération, habitants compris évidemment, sur la qualité du projet et sur la maîtrise des coûts. Un projet, ça se partage. Voilà. Et quand on arrive à faire partager ce projet par l'ensemble des acteurs, que c'est la règle du jeu dès le départ, parce que c'est nous on conduit, on construit nos opérations comme ça. Notre objectif, c'est la plus grande qualité pour un prix moins cher, avec une expression des besoins. On y arrive, et on y arrive même avec des grands groupes du bâtiment, dont on pourrait penser qu'ils sont de grands méchants et tout ça. On arrive à trouver des solutions où on a un deal qui est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'ils y trouvent leur intérêt, on y trouve et les habitants y trouvent leur intérêt. On arrive à développer des process. On peut faire ça évidemment avec de petits entrepreneurs, mais on voit aujourd'hui aussi qu'on peut intéresser de grosses machines. Je dis ça pourquoi? Parce que évidemment, on ne va pas revenir sur la première séquence du débat, mais la crise elle est là et il faut trouver des moyens et des solutions pour la résoudre. Il n'y a pas une solution qui y arrivera aujourd'hui, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on est dans une situation grave et qu'il faut multiplier le plus possible des voies de production sécurisées, de qualité et accessibles. Madame Attard, vous voulez dire quelque chose? Juste un petit mot pour répondre à Monsieur Chambard-Delauve. Moi, je demande qu'à être convaincu. Hein. Je vous montrerai ce qui dysfonctionne, mais sinon, je demande qu'à être convaincu. Pour que le dialogue puisse s'établir, pour qu'on puisse arriver à maturer des projets innovants ensemble, encore faut-il qu'on s'écoute, qu'on travaille. Moi, je constate que je vais beaucoup devant des architectes. L'inverse n'est pas toujours vrai. Et je citerai une expérience qu'on a fait avec François Pellegrin quand, dans mon précédent poste, on a monté des formations communes architectes maîtres d'ouvrage pour que justement les gens se parlent et qu'il y ait une base commune. Le premier stage qu'on a monté, il y avait 10 maîtres d'ouvrage, il n'y avait pas d'architecte inscrit. On n'a pas fait le stage. Il y a une demande de micro. Oui, Philippe Freeman, je suis architecte élu au Conseil régional d'Île-de-France. Je voulais déjà saluer la qualité des interventions, évidemment, mais aussi recentrer sur la problématique qui est aujourd'hui qu'on sent qu'il y a un fort désir de qualité et d'innovation dans l'offre. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas la demande qualitative qui fait la réalité de la production et la grande majorité de la production. Aujourd'hui, il y a des bailleurs sociaux qui en sont encore très actifs, mais malgré tout,
une grande partie de la production, une grande partie de la production sociale passe par des VFA, comme ça a été remarqué en début de séance. Donc l'offre, elle est faite par les grands producteurs immobiliers qui sont en général assez souvent adossés à des groupes de construction relativement connus, on va dire. Qui fait le lobby contre la VFA en ce moment? Qui fait le lobby contre la VFA? Oui. Qui se bat contre la VFA? Ah bah les bailleurs sociaux, à l'évidence. Voilà. Dans oui, votre profession, en même temps, qui se bat? Et aussi au CROAIF, on essaie de se battre. Dans beaucoup de lieux, on essaie de se battre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on défend la même chose, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'on a une certaine puis on peut résister. impuissance historique pour l'instant, en tout cas. Toi et Joie fait 350 logements par an, on fait 7% de VFA. Donc on n'a pas un recours systématique à la VFA, on peut résister, on peut se battre. Mais là encore, c'est un dialogue commun. Moi, je pense que la VFA est une aberration, qui est un détournement de sa fonction initiale. Au départ, c'était pour qu'il y ait 20% de logements sociaux. Maintenant, on nous vend des programmes à 100%. Mais c'est un détournement. Mais on a gagné la VFA inversée. Grâce à un ou deux sénateurs, on a gagné la possibilité de faire de la VFA inversée, c'est-à-dire que c'est les organismes HLM qui vont promouvoir des opérations et en vendre à des promoteurs privés, mais on est les seuls à s'être battus là-dedans. Et le troisième du trio de la construction, c'est les entreprises. Moi, je suis très étonnée qu'on n'en ait pas parlé ce soir. Mais aujourd'hui, toutes les contraintes qu'on vit, avec en particulier ces systèmes constructifs qui ne sont pas évolutifs, alors qu'on sait faire des systèmes constructifs beaucoup plus évolutifs. Quand on regarde un bâtiment comme le Conseil économique et social, il est sans arrêt recoupé, recoupé, etc. Parce qu'on n'est pas dans le même type de construction. Mais c'est à vous de vous battre là-dessus. C'est votre métier de construire plus que le nôtre. Madame Delay. Merci pour votre appui. Monsieur Avril. Moi, j'ai rien à dire sur strictement rien à dire sur la VFA. C'est pas notre sujet, bien que on achète des logements à des promoteurs. Là, on vient d'ouvrir une résidence jeune dans le 7e arrondissement. Alors justement, je prends l'exemple de la résidence jeune de 27 logements, résidence sociale pour jeunes de 27 logements en plein cœur du 7e arrondissement, avenue de Saxe. Le mètre carré habitable doit être vendu aux alentours de 15 000 mètres carrés et 15 000 euros du mètre carré. Nous, on fait du logement PLAI, comme vous le savez, prélocatif aidé d'intégration. Alors, c'est ça que je voudrais souligner, c'est la loi SRU. VFA ou pas VFA, ce n'est pas le sujet, mais la loi SRU, quand elle est bien appliquée, c'est absolument remarquable. Vous obligez, à partir, vous le savez aussi bien, à partir d'un certain niveau de construction, 800, 1000 ou 1500 mètres carrés selon les lieux, vous obligez, là où il y a déficit de logement social, de faire 25 ou 30% de logements sociaux. À Paris intramuros, ça fonctionne remarquablement bien quand il y a du terrain. Malheureusement, il n'y en a pas suffisamment. La ville a parfaitement organisé avec son PLU la distribution en fonction du nombre de logements sociaux par arrondissement. Il y a des arrondissements dans lesquels elle est beaucoup plus exigeante dans les constructions nouvelles, dans d'autres, elle ne l'est pas du tout. Nord-Est, par exemple, il n'y a pas d'obligation particulière en matière de logement social. Par contre, dans le 7e arrondissement, où je crois les chiffres sont de l'ordre de 4 ou 5% de logements locatifs sociaux, ben là, c'est plein pot. Vous construisez, quoi que vous soyez, enfin en l'occurrence promoteur, si vous voulez, mais vous avez l'obligation de faire 30% de logements sociaux. Et nous, ça nous va très bien, parce que la loi SRU, précisément, ce sont là où il y a déficit de logement social, c'est là où particulièrement on a envie d'aller pour participer à un certain rééquilibrage et de mixité sociale dont je parlais tout à l'heure. Donc bravo à la loi SRU et le renforcement qui a été décidé avec la loi Allure, de passer de 20 à 25% ou de 25 à 30 selon les lois, nous va très très bien et je pense que c'est une excellente chose. Madame Delay, vous vouliez rajouter un petit quelque chose après? Sur le pari. Le micro. Ça marche très très bien, Monsieur Avril, mais parce que la ville de Paris a fixé le prix de la VFA aussi. Et que donc les promoteurs ne nous font pas monter au cocotier les uns derrière les autres. Non, ça fait mécaniquement augmenter les appartements qu'ils vendent derrière aux habitants. Hein. C'est la subvention, c'est doublement subventionné. Hein. Je ne comprends pas votre logique là. C'est pas parce
que la ville a imposé un prix, en l'occurrence, la ville impose un prix qui doit être à 3675. 3650, oui. J'ai actualisé un tout petit peu trop. Bon, mais on peut aller un peu plus haut, vous le savez aussi bien que moi, on peut acheter à 4500. Donc la ville nous aide, mais on peut... Bah, oui, on peut. Bah, vous aussi, vous le faites. Bah, bien sûr que si. Bah, bien. Alors, il y a d'autres bailleurs sociaux qui le font. Vous pouvez très bien. Les bailleurs sociaux peuvent très bien. Dans ce que je veux simplement dire, si vous voulez, c'est qu'il n'y a quand même pas une énorme concurrence entre les bailleurs sociaux sur le prix. Et en fait, là où il y a obligation de faire des logements locatifs sociaux, dans le cadre d'une opération, quand vous avez par exemple un appel d'offres sur un terrain et que vous avez des promoteurs qui sont en concurrence et qui savent qu'ils vont avoir à faire 30% de logements sociaux, le prix du mètre carré habitable qui sera vendu aux logements locatifs sociaux sera à peu près un prix à peu près commun aux différents bailleurs sociaux. Monsieur Avril, là, on est vraiment en fin. Il y a encore 2 dernières questions. 3. Voilà. Bonsoir, Marine de la Guérande, architecte et élue aussi au Conseil de l'Ordre des architectes. On a beaucoup parlé de logements sociaux ce soir et c'est vrai qu'on constate tous en tant qu'architecte que l'innovation, la proposition, être force de proposition quand on est sur un programme de logement social, c'est beaucoup plus facile que quand on travaille avec un producteur privé de logement, c'est-à-dire un promoteur. Et les logements sont généralement de meilleure qualité. Ça tient aussi au fait qu'un bailleur social, il constitue un patrimoine. On a parlé de gestion, donc ce patrimoine, il doit le gérer, l'entretenir, le faire évoluer. Ce qui n'est pas du tout la logique du promoteur qui, lui, fait des opérations qu'il multiplie et vend finalement à la découpe des lots. Et il est dans une approche qui est totalement différente. Du coup, je voudrais juste dézoomer un tout petit peu et faire partager quelque chose que j'ai entendu à la radio ce matin, qui était une parole d'économiste et qui se référait à la théorie de Jean-Baptiste Say sur l'offre. Cette théorie, elle dit que finalement, c'est la qualité de l'offre, c'est la qualité du produit qui crée la demande. Et j'aimerais aussi que, tous ensemble, nous, architectes, on emmène les maîtres d'ouvrage privés dans cette démarche et que tous ensemble, on soit prêts aussi à suivre les défis, à se donner les moyens, justement, d'innover, d'inventer. Mais on arrive à le faire avec des bailleurs sociaux. Faisons en sorte qu'on arrive à le faire avec les maîtres d'ouvrage privés. Voilà, merci. Hervé Mauclair, architecte urbaniste de l'État et ABF de Paris, entre autres. Dites-moi, on n'a pas parlé d'une chose, on a effleuré le vernaculaire, on a parlé de tissage, on a parlé de partage, mais on n'a parlé que de logement. Or, habiter l'Île-de-France, certes, mais les nouveaux usages dans l'habitat, ce n'est pas que le logement. Or, quand on a une opération qui arrive et qu'on pense ville et urbanisme et qu'on n'a qu'une opération de logement, on est extrêmement frustré si on veut concevoir la vie de demain et la ville de demain. Donc j'aimerais bien que les promoteurs qui sont là ou les acteurs qui sont là nous disent pourquoi cette imperméabilité entre logement et autres usages de la construction dans la ville. Voilà. Je ne me sens pas personnellement concernée par cette imperméabilité, puisque déjà on a des rez-de-chaussée partout. Nous, en l'occurrence, on a des postes. On est une filiale de la Poste, donc on a souvent des postes. Et on met aussi des crèches, on met aussi des commerces. Et donc, il y a mixité des fonctions dans la mesure où nos immeubles sont insérés dans des villes. Donc, je ne crois pas qu'il y ait perméabilité. Mais il y a une réflexion qui est forcément complètement différente sur les commerces et les services qu'on met au rez-de-chaussée. À cet égard, vous disiez qu'on avait beaucoup d'a priori. On a construit récemment une crèche.
On n'avait pas d'a priori, et c'est dans un ancien centre de tri postal avec des très grandes hauteurs. Et moi, j'aime énormément la hauteur. Et je trouvais que c'était formidable pour une crèche d'avoir enfin des hauteurs, un jardin, etc. Le gestionnaire de la crèche a immédiatement construit à l'intérieur des petites maisons en bois à la taille des enfants, parce que les enfants, paraît-il, ne se repèrent pas dans l'espace. Je n'ai pas de compétences dans ce domaine en termes de psychologie de l'enfant, donc en tout cas, on ne les éduque pas à l'espace. Monsieur Pouy. Pour revenir sur votre interpellation, effectivement, la ville, c'est pas juste du logement, on est d'accord. Hein, si une ville qui juste du logement, ça marche pas. C'est pas une ville, hein, c'est une ville dortoir. Nous, on a essayé de développer, notamment dans le cadre de Réinventer Paris, mais c'est un petit peu sur tous les sujets qu'on essaie d'aborder, comment on peut arriver non seulement à faire un programme mixte, c'est-à-dire à avoir de l'habitat, bien sûr, et différentes formes d'habitat. On développe des opérations avec du logement social aussi, avec des partenaires, mais aussi des commerces ou des crèches, des équipements et des choses comme ça. Et ce qu'on essaie de pousser, c'est comment on peut arriver, et là aussi les logiques gestionnaires viennent très en amont, comment on peut arriver dès le départ à essayer de penser la mutualisation la plus grande possible des espaces que l'on va créer. Je vais prendre l'exemple d'une crèche. Une crèche, les enfants sont là de telle heure à telle heure. Voilà, on sait qu'il y a des équipements de la crèche qui vont pouvoir ensuite servir à partir de telle heure à des habitants ou à des gens qui auraient des choses à faire, des réunions, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est de travailler sur des programmations mixtes, mais en essayant de mutualiser au maximum. Pourquoi la mutualisation, c'est intéressant? C'est intéressant financièrement. On consomme moins de territoire aussi. On n'est pas obligé, chacun n'est pas obligé d'avoir son équipement dédié spécifique qui se répète 3 fois à quelques mètres de distance. Et puis ça crée aussi de l'interaction sociale. Voilà, c'est pas mal que les acteurs se rencontrent, partagent un même lieu, apprennent à le partager. Voilà, l'intégration, elle doit pas se faire simplement en termes de programme, mais en termes, j'y reviens, la gestion, parce que c'est extrêmement important. C'est ça qui va déterminer les charges les charges à venir. C'est ça qui détermine, et on arrive à le déterminer à l'avance, comment on utilisera cet espace. Quelles sont les règles? Sophie Delay parlait de règles que les habitants ont élaborées. C'est évidemment, vous n'allez pas contester une règle, vous allez moins la contester si vous avez participé à son élaboration. Et si vous étiez d'accord, et si tout le monde vous a vu dire « Ok, on fait comme ça ». Voilà, ça c'est très important. Je pense que la dimension de la gestion, le dialogue avant que le programme existe, que ce soit de la réhab ou du neuf, c'est extrêmement important et c'est ça qui nous fera économiser à la fois du temps, de l'argent et qui nous permettra de produire de la qualité. Merci, on va clôturer là-dessus. Un petit tour de table, juste si aujourd'hui, on a vu qu'il y a plein de choses, il y a plein de projets possibles, une proposition pour qu'on innove plus et pour qu'on fasse du logement un bien pérenne commun, qui était l'autre titre de la conférence. Que le ministère du Logement et la DHUP sortent les décrets de la loi Allure qui vont nous permettre de lancer des opérations avec les 2 véhicules juridiques qui ont été créés il y a 2 ans et dont on ne peut toujours pas se servir. Donc la DHUP, il faut mettre le pied au plancher pour nous sortir les décrets. Madame Attard, une minute. C'est pas encore revenu à la mode, mais j'y tiens beaucoup, l'apport travail avec les castors. Monsieur Nouvet. Ça me fait toujours peur ces questions où on résume tout en une phrase, mais du coup, je tente. Il me semble que le réinvestissement des bailleurs sociaux dans leur rôle de développeurs et pas seulement le refuge dans leur rôle de gestionnaire de patrimoine, ça serait une bonne chose, je crois. Madame Delay. C'est compliqué. Moi, j'aimerais bien qu'on nous pose des questions ouvertes. Parce qu'en fait, on ne pose pas des questions. Enfin, si une question, c'est pas ouvert, c'est pas une question. Donc, voilà, parce que je pense que les projets doivent l'être. Et si la question n'est pas ouverte, les projets sont figés, finis, morts avant d'être nés. Donc, c'est pas la peine de commencer, en fait. Vous disiez tout à l'heure, alors vous avez dérogé, mais en fait, on est obligé pour cette raison-là. Et ça serait bien de ne pas avoir dérogé, juste qu'on nous pose les questions sincèrement, ouvertement. Monsieur Avril. Bon, il y en a une question que j'aimerais bien, c'est le foncier. Moi, je pense que c'est le problème, mais je ne sais pas par quel bout il faudrait le prendre. Je pense que c'est mission impossible, mais c'est vraiment l'enjeu majeur. Alors, juste une suggestion, on l'a évoqué plusieurs fois, c'est vraiment la modularité des immeubles et des ensembles bâtis pour que ça puisse évoluer dans le temps. Madame Rouet-Lambert. Oui, merci. Je vais justement poser des questions pour très rapidement clore. Une succession de mots-clés. Peut-être comment repenser le choix résidentiel et remettre au centre de la réflexion la question du choix, c'est-à-dire avoir le droit de choisir et de refuser aussi un logement.
Du coup, ça pose la question de la diversité, comment promouvoir la diversité de l'offre avec plein d'expériences diverses, avec des échelles diverses. Mais du coup, comment l'intégrer, cette diversité? Du coup, la diversité, ça veut dire faire travailler ensemble des acteurs, non pas côte à côte ou les uns après les autres dans les filières, c'est ce qu'on a beaucoup entendu, il me semble, ce soir aussi, mais comment du coup faire travailler ensemble différents acteurs qui ont des ethos très différents, non pas pour des habitants, entre guillemets, je prends des guillemets du coup en prenant le terme d'habitants, mais avec eux, donc ce qui pose la place de la parole, justement, de la compétence, de l'imaginaire, de l'innovation également des habitants, comment faire remonter cette parole. Savoir la faire remonter, ce n'est pas le problème, on sait faire, c'est notre boulot. Mais ensuite, cette parole, elle va où et comment vous, constructeurs, politiques, parce que l'action politique est éminemment présente ici, comment les acteurs s'en saisissent ou ne s'en saisissent pas, justement. Donc faire remonter la parole, oui, mais faut-il encore pouvoir s'en saisir? Donc je crois que la question du logement, c'est une question de travail, vous l'avez évoqué, c'est une question économique certainement, mais c'est éminemment une question très politique. Il faut certainement accepter de se faire un peu bousculer pour changer. Monsieur Daquin. Évidemment, je n'ai pas de conclusion parce que je pense que ce débat, qui est essentiel, a besoin de se poursuivre. Et j'en suis encore plus convaincu après ce débat qui, je trouvais formidable. Je remercie les intervenants. Je pense qu'on ne s'est pas trompé en vous invitant. Voilà, parce que vous savez, quand on prépare un débat, on s'attache à avoir un choix d'intervenants de la meilleure qualité possible. Moi, j'étais très, très heureux de l'intervention de M. Avril, qui a commencé par parler de l'urgence, les réponses macro que vous avez dit à apporter, cette quantité de personnes qui sont les laissées pour compte, qui attendent un toit. Je crois qu'on est tous très sensibles ici. On a accueilli la Fondation de l'Abbé Pierre, souvent, notamment au niveau solidarité, quand on fait notre bal des architectes. On n'oublie jamais d'inviter des associations qui s'occupent du mal logement. Voilà. Et en même temps, la réponse que vous apportez, c'est le lien, c'est la rencontre possible, c'est la mixité. C'est-à-dire qu'on peut pas, les gens qui sont dans la précarité ne peuvent s'en sortir que s'ils sont dans la ville et que s'ils sont dans les mêmes conditions d'habiter que ceux qui ont un emploi, qui ont une vie sociale et tout. Donc je trouve que la réponse, elle ne peut pas être opposée. Vous nous avez apporté des éléments importants. Voilà. La solution, c'est de penser habitat et habiter. Ça a été dit par Amand Nouvet, ça a été dit par Sophie Delay. Innover, c'est la solution, c'est pas le problème. C'est pas rien de le dire parce que ça nous est un peu opposé, des fois, d'une manière un peu narquoise. Voilà. Articuler un vécu difficile avec l'invention de nouveaux espaces durables et réappropriables, avec beaucoup de liberté, d'ouverture, comme ça a été dit, oui, c'est très bien. Moi, je dirais, on est tous responsables. Et on le vit comme ça, nous, architectes, maîtres d'ouvrage, élus, habitants. Voilà, il n'y a pas d'un côté des architectes qui rêvent et de l'autre côté ceux qui scoltinent les difficultés. On est tous dans la même barque. Voilà, moi je dirais que... Voilà, c'est vrai qu'on ne se parle plus beaucoup entre architectes et maîtres d'ouvrage dans cette société. Peut-être que le chemin, c'est un peu de retrouver, ce que vous avez dit, Madame Attard, voilà, il faut qu'on se reparle, il faut retrouver le chemin d'une conception plus collaborative. Faut innover ensemble, ça ne peut pas être l'un contre l'autre. Voilà, donc moi je suis plus optimiste qu'au début du débat. Je trouve que on a engrangé pas mal de grains à moudre. Voilà. Merci à tous. Merci, et quant à nous, on se retrouve bientôt avec d'autres architectes et d'autres urbanistes dans Demain la Cité. Au revoir.